Bonjour à tous. Une boutique qui vendait de la viande humaine, des cadavres exposés au public, le couple sordide, un vampire, le docteur macabre ou le cannibale japonais qui a dévoré une pauvre étudiante. Bienvenue dans cette visite du Paris lugubre et criminel. Donc comme vous l'avez constaté, je me trouve ici sur l'île de la Cité à 2 pas de Notre-Dame, où la morgue de Paris, alors écoutez ça, exposait depuis 1804 les cadavres repêchés dans la Seine, dans l'espoir que ces pauvres anonymes soient reconnus. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'aller observer ces cadavres était devenu au début du 19e siècle une véritable attraction touristique à Paris, pour les Parisiens et surtout pour les visiteurs de passage, notamment les touristes britanniques. Vous pouvez observer sur cette illustration à quoi ressemblait ce quai du Marché Neuf en 1854, et vous pouvez ici distinguer le bâtiment de cette morgue. Et contrairement au petit quartier devant Notre-Dame, elle n'avait pas encore été détruite en 1854. Vous pouvez voir sur cette illustration de 1830 les cadavres repêchés après les journées de juillet. On y distingue toujours ici la morgue. Arrivés à la morgue, ces dépouilles souvent bien abîmées faisaient l'objet d'un inventaire méticuleux. Âge, taille, signes distinctifs, cause de la mort, possession personnelle, avant d'être déshabillées puis étendues sur de larges dalles. Seules les parties génitales étaient recouvertes. Les autorités parisiennes pêchaient 2 ou 3 cadavres par jour. Et en 1868, Haussmann fait déplacer la morgue quai de l'Archevêché, mais le public est toujours au rendez-vous. Vous pouvez voir sur cette photo l'emplacement de la nouvelle morgue derrière la cathédrale Notre-Dame. Le journaliste Ernest Cherbulier écrit en 1891, je le cite, « La foule, qui s'écrase à certains jours devant les vitrines de la salle d'exposition, n'y vient chercher que des émotions violentes. Ce n'est pour elle qu'un spectacle à sensation, permanent et gratuit, dont l'affiche change tous les jours. » Et ce qui est incroyable, c'est qu'on compte à la fin du 19e siècle 1 million de visiteurs par an avec des pics à 40 000 par jour. Finalement, l'évolution des mentalités pousse la préfecture de police à fermer l'exposition des cadavres au public en 1907. Et pourquoi avoir commencé cette vidéo devant notre belle cathédrale Notre-Dame? Car je reste sur l'île de la Cité pour ma deuxième affaire et je me dirige vers l'endroit où une autre affaire bien lugubre aurait eu lieu. Entre 1380 et 1410, Barnabé Cabar et Pierre Miquelon, l'un barbier et l'autre charcutier, avaient trouvé un drôle d'arrangement. Alors que le barbier profitait du passage de voyageurs non habitués ou d'étudiants dans son commerce, il les égorgeait, puis donnait le corps de la victime via une petite trappe à son compère charcutier, qui en faisait de délicieux pâtés en croûte. Ce petit manège aurait coûté la vie à 140 personnes. Découverts grâce aux aboiements d'un chien qui ne revoyait pas revenir son maître, les deux compères sont rapidement arrêtés et condamnés à mort. Leur boutique se trouvait probablement dans la rue des Marmousets en la Cité. Donc je remonte ici la rue d'Arcole et je vais prendre à droite sur la rue Chanoinesse, partiellement détruite. Vous voyez ici à quoi cette rue ressemblait au 19e siècle. Et une partie de cette rue Marmouset en la Cité perdure aujourd'hui sous le nom de rue Chanoinesse. Je vais la prendre tout de suite à droite. Et vous voyez ici l'aspect qu'elle avait il y a 150 ans. L'emplacement des deux boutiques n'a pas été clairement défini. Une des hypothèses la situe sur le tracé de l'actuelle rue Chanoinesse, où je me trouve, où je suis en train d'entrer. Mais elle pourrait aussi se trouver sur la partie de la rue où se trouve aujourd'hui l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire à une centaine de mètres derrière moi. En fait, on ne sait pas vraiment. Et pour finir, voici une gravure de cette rue de l'année 1860. Bon, comme notre prochaine affaire a lieu dans le 5e arrondissement, je vais remonter à pied la rue Saint-Jacques, qui se trouve sur le tracé d'un chemin d'origine gauloise. N'hésitez d'ailleurs pas à voir mes vidéos sur les Gaulois. Cette rue Saint-Jacques sera ensuite l'une des principales artères de la Lutèce gallo-romaine. Et au Moyen-Âge, vous y trouviez l'une des portes de Paris, aujourd'hui disparue. Donc je tourne à gauche au croisement de la rue Soufflot et je me trouve nez à nez avec le Panthéon. Et on trouve sur cette place du Panthéon une église, l'église Saint-Étienne-du-Mont. Vous pouvez distinguer aussi ici à gauche la bibliothèque Sainte-Geneviève. D'ailleurs, regardez cette photo de l'année 1870. Le 3 janvier 1857, Monseigneur Ciboure, archevêque de Paris, est assassiné dans cette église par un autre prêtre, visiblement déséquilibré, Jean-Louis Verger, au cri de « À bas les déesses !» Cette affaire est donc peu banale puisqu'on a un prêtre qui assassine un autre prêtre dans une église. Donc voilà,
Comme nos prochaines affaires sont éparpillées dans tout Paris, je vais devoir prendre les transports en commun. Et je suis descendu ici. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est la gare du Nord. Et je pars pour Londres. Et oui, la ville du plus célèbre de tous les tueurs en série. Jack l'Éventreur. Eh bien non, c'était une blague. Je suis ici dans le 18e, concrètement rue de l'Évangile. D'ailleurs, en 1900, ce bâtiment était déjà là. Et c'est dans cette rue que Victor Prévost, un ancien boucher devenu policier, assassine en 1876 son amante, Adèle Blondin, avant de la découper en petits morceaux et de jeter sa tête. Victor Prévost, décrit comme un très bel homme, surprenait déjà ses camarades policiers par ses réflexions. Je cite: découper un homme ou un animal, qu'est-ce que ça fait du moment qu'il est mort? L'affaire, du fait de la qualité de gardien de la paix de l'assassin, fait grand bruit. D'autant plus que ce Victor Prévost avait également découpé en petits morceaux une autre personne, le bijoutier Alexandre le Noble. Le problème, c'est que les débris de la victime sont retrouvés un peu partout. Par ici une main, par là un sexe masculin. D'ailleurs, le couteau utilisé par Prévost pour dépecer sa victime est conservé au musée de la préfecture de police de Paris. Et voici l'immeuble du crime. Finalement, Victor Prévost finit exécuté devant la prison de la Roquette. Et direction le 8e pour ma prochaine affaire. J'entre ici dans la rue Jean Mermoz, qui s'appelait à l'époque du crime rue Montaigne. Concrètement, le crime a eu lieu au numéro 17 de la rue. En 1887, Henri Pranzini, homme qui exerce parfois l'activité de gigolo, égorge et décapite 2 femmes et une jeune fille. Vous pouvez d'ailleurs voir ici les gravures des 3 victimes, dont une fillette de 9 ans. Donc pendant que je me dirige vers le lieu de l'autre crime, je continue à vous raconter celui-là. Vous pouvez voir par exemple ici l'une des mains des victimes. Et en plus du caractère ignoble du crime qui a fait la une des journaux français pendant des mois, et même de la presse anglaise, ce crime est resté dans l'histoire puisque Thérèse Marin, la future Sainte Thérèse de Lisieux, s'était mise dans la tête d'obtenir la conversion du meurtrier. Finalement, Henri Pranzini finit exécuté. Et vous trouvez dans ce même musée de la préfecture de police de Paris une sculpture en cire de la tête d'Henri Pranzini après son exécution. J'arrive maintenant aux 3 rue Tronçon du Coudray, toujours dans le 8e. Le 26 juillet 1889, Gabrielle Bompard attire chez elle Toussaint Augustin Gouffet. Elle lui propose des jeux sexuels et elle lui passe autour du cou une ceinture. C'est alors que le mari de Gabrielle surgit et attache la ceinture à une corde afin d'asphyxier le pauvre homme. Les 2 amants font ensuite l'amour à côté du cadavre, qu'ils enfermeront dans une malle. La malle avec le cadavre sera découverte à cause de son odeur quelques jours plus tard à Millery près de Lyon, et le corps en état de décomposition est autopsié. Il faudra 3 mois aux autorités pour identifier ce pauvre monsieur Gouffet. En cavale puis arrêté, Michel Hérault est condamné à mort. Gabrielle Bompard plaidera elle avoir été hypnotisée par son amant et écopera d'une condamnation à 20 ans de travaux forcés. Donc je prends le métro pour me rendre dans le très chic 16e arrondissement. Et rassurez-vous car j'ai pris un titre de transport pour la journée. Je descends métro Argentine sur l'avenue de la Grande Armée et je me dirige donc rue Le Sueur pour vous parler d'un docteur particulièrement macabre. Ce docteur a profité de la Seconde Guerre mondiale pour prétendre aider des gens, notamment des juifs. En fait, il les assassinait dans le but de récupérer leur fortune. Il affirme avoir tué 63 personnes. Le 11 mars 1944, les pompiers sont alertés par des voisins qu'une odeur nauséabonde s'échappe de la cheminée du numéro 21 de la rue du Sueur, dans le 16e arrondissement. Ce bâtiment est l'hôtel particulier d'un certain Marcel Petiot, docteur en médecine. Les pompiers entrent dans l'immeuble en fracturant une fenêtre. À l'intérieur, le constat est édifiant. Une calorifère brûle des restes humains. Des morceaux de cadavres jonchent le sol et on découvre de très nombreuses valises. Les restes de 27 victimes et 72 valises sont retrouvés par les enquêteurs dépêchés sur place. D'ailleurs, ces valises seront exhibées au cours du procès et le docteur Petiot sera condamné à mort. J'arrive donc à ce fameux 21 rue Le Sueur et je constate qu'un immeuble a remplacé l'hôtel particulier du docteur.
Les policiers découvriront chez lui une pièce triangulaire équipée d'un judas où il jetait des boules de cyanure, ce qui lui permettait d'observer l'agonie des victimes. Ce judas et d'autres éléments de l'affaire Petiot sont aussi entreposés au musée de la préfecture de police. Donc ma prochaine affaire a aussi lieu dans ce très chic 16e arrondissement. Le seul problème, c'est que du 21 rue Le Sieur au 10 de la rue Eslanger, j'en ai pour 50 minutes de marche. Mais bon, il fait incroyablement beau, donc j'y vais à pied. Et oui, le jour de ma visite du Paris sombre, en plein mois de mars, j'ai un soleil radieux. Donc pendant qu'on se dirige vers l'adresse de notre prochaine affaire, je vais vous parler de ce cas plus récent qui fait froid dans le dos. On est en 1981 et Issei Sagawa invite une camarade de classe néerlandaise dans son studio du 10 rue de la rue Erlanger. Jusque-là, rien d'anormal. Mais bon, il lui tire dessus, puis la viole, puis, et c'est là que ça devient de plus en plus sordide, il prélève de son corps plus de 7 kg de chair pour le consommer. Il prélève son nez, ses lèvres, sa langue, ses bras, ses épaules, ses cuisses, ses organes génitaux et son anus, qu'il consomme cru ou cuit durant 3 jours, en les conservant dans un réfrigérateur, tout en prenant 39 photographies. Et ce qu'il y a de terrible dans cette histoire, c'est qu'après avoir été extradé vers le Japon, il est relâché pour vice de forme et devient une sorte de star au Japon. Donc voilà, je suis arrivé à destination, le numéro 10 de la rue Erlanger. Et direction le 9e arrondissement pour notre prochaine affaire. Je me dirige vers le 7 rue de la Grande Batelière et en 1814 est découvert à cette adresse une femme, morte et baignant dans son sang. Cette fameuse affaire criminelle du 19e siècle aurait pu s'arrêter là si la tête du neveu de la victime, Auguste, n'avait pas été retrouvée flottant dans la Seine. Puis son buste est retrouvé près du Louvre et les 2 jambes dans un drap place de la Concorde. Le cadavre est alors exposé à la morgue dont je vous ai parlé en début de vidéo et sa femme de ménage le reconnaît. Donc vous voyez, on arrive ici au numéro 7 de la rue de la Grande Batelière. La police pénètre alors dans son appartement du 79 rue Saint-Germain-l'Auxerrois et y découvre du sang partout. Bon, le numéro 79 n'existe plus. C'est finalement le frère d'Auguste, Charles, qui avouera ses crimes. Et Charles Dantin finit exécuté place de la Grève pour ce crime. Et direction le 10e arrondissement voisin. Il ne s'agit pas d'une affaire en particulier, mais d'un lieu. J'arrive donc place du colonel Fabien. Cette place est surtout connue pour avoir été l'emplacement historique du siège du Parti communiste français. Je me trouve ici rue Boy-Zelinski, à 2 pas de la place du colonel Fabien. Eh bien, c'est ici qu'étaient exposés les condamnés à mort, du début du XIe siècle jusqu'au règne de Louis XIII. Vous pouvez le voir ici en haut à gauche sur un plan de l'année 1550. Vous voyez bien qu'il est à l'extérieur de l'enceinte de Paris. On voit d'ailleurs sur ce même plan la porte Saint-Martin. Au gibet de Montfaucon, c'est son nom, sont exhibés des bandits et criminels célèbres, mais on y trouve également des condamnés politiques. N'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire le détail. C'est le cas par exemple de Gaspard de Coligny, chef du parti protestant dont le corps est exhibé après la Sainte-Barthélemy. Et me voilà dans un bus pour une prochaine affaire. Vous reconnaissez cette tour? Oui, je pense que vous la reconnaissez, c'est la tour Montparnasse. Mais Montparnasse est aussi connu pour son cimetière, le cimetière de Montparnasse. On est en 1848. Les gardiens font leur ronde quand ils tombent sur le cadavre d'une jeune femme récemment enterrée et dont le corps a été affreusement mutilé. La police arrive et constate qu'on a pratiqué sur la victime des actes de nécrophilie, puisqu'on retrouve des traces de semences sexuelles, c'est-à-dire que le cadavre a été mutilé et violé. Le problème, c'est que le vampire de Montparnasse, comme le surnomme la presse, va continuer à agir dans certains cimetières parisiens sur des cadavres de jeunes femmes récemment décédées. Et toujours avec le même procédé particulièrement sordide. Finalement, il est piégé par les autorités en 1849. Il s'agit de François Bertrand, un sergent de l'armée française sans histoire, âgé de 25 ans au moment des faits. Eh bien, figurez-vous que du fait d'un vide juridique, le vampire de Montparnasse écope seulement d'1 an de prison pour, je cite, violation nocturne de sépulture. Ce qui est incroyable, c'est qu'il regagne ensuite l'armée et se marie au Havre en 1856. Donc imaginez les pratiques sexuelles que devait endurer la jeune femme. Donc me voici maintenant dans le 13e arrondissement voisin, concrètement dans la rue du Champ de l'Alouette, où il n'y a plus de champ,
et l'unique chant que l'on entend est celui du bruit des tracteurs. Aimée Milhaud était une bergère d'Ivry assassinée en 1827 dans ce champ de l'Alouette par un amoureux frustré. Honoré Hulbach tua cette pauvre jeune fille de 5 coups de couteau. Et au lendemain de son exécution, Victor Hugo, qui y assista, commença l'écriture de son roman, Le dernier jour d'un condamné. En 2002, la ville de Paris baptise une place du 13e arrondissement, juste à côté de la rue du Champ de l'Alouette, place de la Bergère d'Ivry. Au début du XXe siècle, les Parisiens raffolaient de faits divers macabres. J'ai sélectionné pour vous quelques-unes des faits divers illustrés que je vais vous montrer pendant que j'explore les catacombes de Paris. Et je vous parlerai ensuite de ces catacombes. Donc voilà, en ce qui concerne les catacombes elles-mêmes, elles sont inaugurées en 1786, c'est-à-dire 3 ans avant la Révolution. Le problème de la ville de Paris est que les cimetières étaient complètement saturés. Imaginez le nombre de dépouilles de cette grande ville de plus de 2000 ans d'histoire. Il est donc décidé de transférer les dépouilles des cimetières de la ville de Paris vers ces catacombes qui deviennent, comme la morgue, une grande attraction de la ville à partir de son ouverture au public en 1806. En 1897, une polémique éclate même puisqu'on apprend qu'un concert clandestin y a été organisé. Donc voilà, j'espère que cette petite visite bien sombre de la ville lumière, Paris, vous a paru intéressante. On se voit pour la prochaine visite.